Comment un seul homme a-t-il pu reforger un continent brisé? Comment un roi barbare, dont le nom même signifiait simplement « homme », a-t-il pu oser se rêver en nouvel empereur romain? L'histoire de Charlemagne n'est pas celle d'une ascension fulgurante, mais celle d'une forge. Une forge alimentée par le feu de la guerre, le sang des ennemis et une ambition dévorante, presque insensée, imposer l'ordre au chaos. Au milieu du 8e siècle, l'Europe n'était qu'une cicatrice géographique, le cadavre encore chaud de l'Empire romain. Des royaumes barbares s'y déchiraient les lambeaux, des tribus païennes terrorisaient ses frontières, et la connaissance antique se mourait dans des monastères assiégés. C'est dans ce monde crépusculaire, un monde de violence et de superstition, que naît Charles, fils de Pépin le Bref, le premier roi de la dynastie carolingienne. Son éducation ne s'est pas faite dans les bibliothèques, mais sur les champs de bataille d'Aquitaine et dans les couloirs froids du palais où la loyauté était une monnaie plus volatile que l'or. Il y a appris la première et la plus importante des leçons du pouvoir. La confiance est un luxe que les rois ne peuvent tous offrir, et la pitié est une faiblesse qui mène au tombeau. Son père, Pépin, était un maître de l'intrigue politique. Il avait arraché la couronne au dernier roi mérovingien, ses souverains fantoches et décadents, en obtenant la bénédiction du pape. Un coup d'État sanctifié, une alliance du sabre et du goupillon qui allait définir la politique européenne pour les 1000 prochaines années. Charles a grandi à l'ombre de ce père pragmatique et impitoyable. Il a vu comment les serments se brisaient, comment les alliances se nouaient avec du vin et se scellaient avec du poison. Il a compris que pour régner sur les Francs, un peuple de guerriers fiers et indisciplinés, il ne suffisait pas d'avoir du sang royal. Il fallait être le plus fort, le plus rusé, le plus rapide à dégainer l'épée. Chaque festin était une évaluation, chaque partie de chasse une démonstration de force. La cour était une arène où les sourires cachettaient des poignards et où chaque parole pouvait être un piège. C'est là, dans ce théâtre de cruauté, que le jeune prince a appris à lire les âmes, à déceler la trahison dans un regard, à peser le cœur des hommes avant de leur confier une armée ou sa propre vie. La mort de Pépin en l'an 768 aurait dû être une simple transition. Le royaume fut divisé, selon la coutume franque, entre ses deux fils, Charles et Carloman. Mais le partage ne fit qu'attiser les braises de la rivalité. Les deux frères se détestaient. Leurs cours devinrent des nids d'espions, leurs territoires des camps retranchés. Une guerre civile semblait inévitable, une guerre qui aurait probablement anéanti la jeune dynastie carolingienne et replongé le royaume franc dans l'anarchie. Le continent entier retenait son souffle. Qui allait l'emporter ? Le prudent et influençable Carloman, soutenu par sa mère Bertrade, au grand pied, et par le puissant royaume lombard, ou Charles, l'imprévisible et énergique guerrier du Nord, l'histoire semblait écrite d'avance, penchant vers une lente désintégration. Mais le destin, ou peut-être une main humaine bien placée, en décida autrement. En l'an 771, Carloman mourut subitement. Les chroniqueurs parlent d'une maladie foudroyante, d'un saignement de nez fatal. Une mort bien commode, n'est-ce pas? La mort de son frère a été pour Charles une opportunité divine. Sans hésiter un seul instant, il a franchi les frontières du royaume de Carloman, ignorant les droits de ses jeunes neveux. Il a convoqué les nobles, les a séduits par des promesses, les a intimidés par sa présence physique écrasante. En quelques semaines, il a réunifié l'héritage de son père, non par la loi, mais par la force de sa volonté. La veuve et les enfants de Carloman se sont réfugiés à la cour du roi des Lombards, Didier, devenant des pions dans un jeu bien plus vaste. Charles était désormais le seul maître du royaume des Francs. Mais un royaume n'est pas un empire. Ce n'était encore qu'un assemblage hétéroclite de peuples conquis, de territoires à peine soumis, entourés d'ennemis. Au sud, les Sarrasins d'Espagne. Au sud-est, les Avars, ces pillards nomades, et au nord-est, par-delà le Rhin, s'étendaient les forêts sombres et impénétrables de la Saxe. Un monde païen, un défi permanent à la foi et à l'autorité des Francs. C'est là que le jeune roi allait véritablement se forger. Il n'était plus un simple prince manœuvrant dans les intrigues de la cour. Il était le souverain unique d'un peuple dont la nature même était la guerre. Les Francs ne respectaient qu'une seule chose, la victoire. Un roi qui ne les menait pas au combat, qui ne leur rapportait pas de butin et de gloire, était un roi mort.
Charles le savait. Il avait le charisme, une endurance physique phénoménale qui lui permettait de passer des jours entiers à cheval et une vision qui dépassait la simple avidité de ses ancêtres. Il ne voulait pas seulement piller, il voulait construire. Il ne voulait pas seulement régner, il voulait civiliser. Les empereurs romains construisaient des murs pour se protéger des barbares. Charlemagne a construit un empire pour que les barbares n'existent plus. C'était un projet démesuré, arrogant, presque blasphématoire. Un projet qui allait exiger des décennies de guerre, des rivières de sang et une cruauté qui glacerait d'effroi les chroniqueurs eux-mêmes. Le premier nom sur la liste de ce grand projet de pacification était celui des Saxons. Pour comprendre la nature de Charlemagne, il faut comprendre la nature de la guerre qu'il a menée contre eux. Ce ne fut pas une série de batailles rangées, mais une campagne d'usure de 33 ans, une guerre totale, une lutte à mort entre deux visions du monde. Les Saxons n'étaient pas un royaume unifié, mais une confédération de tribus païennes, féroces, indépendantes, vivant dans les forêts et les marais du nord de l'Allemagne actuelle. Pour eux, les dieux vivaient dans les arbres sacrés et les rivières. Leurs guerriers se battaient avec une fureur désespérée pour défendre leurs terres, leur foi et leur mode de vie. Ils étaient le chaos primitif que Charles voulait éradiquer. Chaque année, au printemps, l'armée franque se rassemblait. Une machine de guerre redoutable, composée de cavalerie lourde, d'infanterie et d'engins de siège. Ils traversaient le Rhin et s'enfonçaient en territoire saxon, brûlant les villages, détruisant les récoltes, massacrant ceux qui résistaient. Puis, ils se retiraient, laissant derrière eux la désolation et des garnisons fragiles. Et chaque hiver, les Saxons se soulevaient à nouveau. La stratégie de Charles était simple et brutale, terroriser pour soumettre. Il ne cherchait pas à négocier, mais à anéantir toute volonté de résistance. En l'an 772, lors d'une de ses premières campagnes, il a frappé au cœur symbolique du peuple saxon. Il a marché jusqu'à l'Irminsul, un immense tronc d'arbre, probablement un pilier de bois sacré qui représentait l'arbre du monde dans leur mythologie. C'était leur lieu le plus saint, le centre de leur univers. L'armée franque l'a abattu, pillé le sanctuaire et l'a incendié. Imaginez le sacrilège. C'était comme si un envahisseur détruisait à la fois la basilique Saint-Pierre, la cathédrale de Canterbury et le dôme du Rocher. Ce n'était pas un acte de guerre, c'était une déclaration de guerre spirituelle. Le message était clair, vos dieux sont impuissants face aux dieux des Francs. Vos croyances seront réduites en cendres, tout comme votre idole. Cette profanation a unifié les tribus saxonnes comme jamais auparavant. Elle leur a donné un chef, un homme qui allait devenir le cauchemar de Charlemagne pendant des années. Widukind. Widukind était l'antithèse de Charles, un chef de guérilla insaisissable, un tacticien brillant qui utilisait le terrain à son avantage. Il n'affrontait jamais l'armée franque en bataille rangée. Il la harcelait, tendait des embuscades à ses convois de ravitaillement, massacrait ses garnisons isolées. Il incarnait l'esprit de résistance saxon, un esprit indomptable qui renaissait de ses cendres à chaque nouvelle invasion franque. Pendant des années, ce fut un jeu du chat et de la souris mortelle. Charles arrivait avec sa puissante armée, Widukind disparaissait dans les forêts, Charles repartait, Widukind réapparaissait et reprenait le contrôle du territoire. La Saxe était un bourbier, un ulcère qui rongeait les ressources et les hommes de l'Empire en devenir. La frustration du roi franc grandissait et avec elle sa cruauté. Il a commencé à ordonner des déportations de masse, arrachant des milliers de familles saxonnes à leurs terres pour les réinstaller au cœur du royaume franc. Il a promulgué des lois d'une sévérité inouïe, les capitulaires saxons, qui punissaient de mort le refus du baptême, le non-respect du jeûne du carême ou même la crémation des morts selon les rites païens. La guerre a atteint son paroxysme de violence en l'an 782. Après une nouvelle révolte menée par Widukind, qui avait anéanti une partie de l'armée franque, la vengeance de Charles fut terrible. Il convoqua les chefs saxons à Verden sur les bords de la rivière Allée. Selon les annales royales franques, il exigea que les responsables de la révolte lui soient livrés. Pris au piège, les Saxons lui remirent 4500 de leurs guerriers. Ce qui s'est passé ensuite est l'un des actes les plus sombres et les plus controversés de son règne. Charles ordonna de tous les décapiter, en une seule journée.
4500 hommes exécutés de sang-froid. Le massacre de Verden n'était pas un acte de fureur, c'était un acte de terrorisme d'État. Un message de sang adressé à toute la Saxe. La résistance est futile. La soumission est votre seule option. Qu'est-ce qui motive un homme prêt à noyer un continent dans le sang pour une idée d'ordre? Cet événement a choqué même ses contemporains. Mais pour Charles, c'était une nécessité stratégique. Il brisait non seulement les corps, mais l'âme même de la résistance saxonne. Pourtant, même cet acte de barbarie extrême n'a pas mis fin à la guerre. Widukind a continué la lutte, menant une guérilla encore plus désespérée. Mais le rouleau compresseur franc était implacable. Finalement, en l'an 785, après des années de traque, Widukind a compris que la cause était perdue. Il a accepté de se rendre et, plus important encore, de se faire baptiser. Charles lui-même fut son parrain. Le rebelle était devenu un sujet, le païen un chrétien. La conversion du plus grand ennemi de Charlemagne fut une victoire de propagande immense. La guerre continua encore pendant près de 20 ans, mais ce n'était plus que les derniers soubresauts d'un peuple brisé. La Saxe fut intégrée de force dans l'Empire, sa noblesse assimilée, son territoire quadrillé par des églises et des monastères qui étaient autant de centres de contrôle administratif et spirituel. Le marteau avait frappé et la forêt sacrée était devenue une province. Après avoir sécurisé cette frontière nord par le fer et le feu, le regard du roi se tourna vers le sud. De l'autre côté des Alpes, un autre royaume, riche et ancien, l'attendait. Et avec lui, un appel pressant du successeur de Saint-Pierre, le pape de Rome lui-même. Quelle a été la plus grande force de Charlemagne, sa foi inébranlable ou sa cruauté stratégique? Partagez votre opinion dans les commentaires, votre point de vue est essentiel. À Pavie, capitale du royaume lombard, le roi Didier sentait l'étau se resserrer. Il avait accueilli la veuve et les fils de Carloman, espérant les utiliser comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de Charlemagne. Il avait sous-estimé son adversaire. Didier était un souverain d'un autre âge, un homme de complot et de diplomatie byzantine. Il ne comprenait pas la fureur, la vitesse et la détermination implacable du roi des Francs. Alors qu'il tentait de déstabiliser Charlemagne en faisant pression sur le pape Adrien Ier pour qu'il sacre les fils de Carloman, il a déclenché une avalanche. Le pape, terrifié par l'agressivité lombarde qui menaçait les terres de l'Église, envoya des messagers secrets par-delà les Alpes. Des appels à l'aide désespérés adressés au seul homme capable de le protéger, Charles, le nouveau patricien des Romains, un titre hérité de son père qui faisait de lui le protecteur armé de la papauté. Pour Charles, c'était l'occasion rêvée. Il n'allait pas seulement sauver le pape, il allait régler le problème lombard une fois pour toutes et s'emparer de l'une des régions les plus riches et les plus prestigieuses d'Europe, l'Italie. La campagne d'Italie fut un chef-d'œuvre de stratégie et d'audace, un contraste saisissant avec le lent et sanglant broyage de la Saxe. L'obstacle majeur était naturel, les Alpes, une barrière formidable surtout pour une armée immense avec ses milliers de soldats, de chevaux et de lourds convois de ravitaillement. Les cols étaient fortifiés par les Lombards, qui attendaient l'armée franque de pied ferme. C'est là que le génie militaire de Charles s'est révélé. Au lieu d'attaquer de front, il a divisé son armée en deux. Il a mené le corps principal par le Mont-Cenis, tandis qu'il a envoyé son oncle, le duc Bernard, par le Grand Saint-Bernard. C'était un pari insensé, une manœuvre d'une complexité logistique inouïe pour l'époque. Les espions du pape lui avaient fourni des informations cruciales sur des sentiers méconnus, permettant à une partie de ses troupes de contourner les principales défenses lombardes. Pris de panique à la vue des Francs surgissant sur leurs arrières, les soldats de Didier se sont débandés. La route de l'Italie était ouverte. Le siège de Pavie, qui a débuté à l'automne de l'an 773, n'était pas une simple bataille, mais un duel psychologique. La ville était l'une des mieux fortifiées d'Europe. Didier s'y est enfermé, convaincu qu'il pourrait tenir indéfiniment, que l'hiver et la faim forceraient les Francs à lever le camp. Il avait tort. Charles n'était pas pressé. Il a fait construire un véritable camp retranché autour de la ville, avec des maisons, des marchés et même une chapelle. Il a fait venir sa famille, transformant le siège en une sorte de capitale militaire temporaire. C'était un message clair pour Didier et pour le monde entier. Je ne partirai pas. Je peux attendre. Je suis chez moi ici.
Alors que ses troupes maintenaient le blocus de Pavie, Charles, avec un détachement de cavalerie, a fait une chevauchée audacieuse à travers l'Italie. Il s'est emparé de Vérone, où s'étaient réfugiés la veuve et les enfants de Carloman. Les derniers prétendants légitimes à son trône étaient désormais entre ses mains. Leur sort reste un mystère. Ils disparaissent des chroniques, probablement tonsurés et enfermés dans un monastère, une méthode douce pour une exécution politique. Le point culminant de cette campagne ne fut pas militaire mais politique et religieux. À Pâques de l'an 774, laissant le siège de Pavie se poursuivre, Charles s'est rendu à Rome. C'était la première fois qu'un roi franc entrait dans la ville éternelle. Son arrivée fut mise en scène avec toute la pompe d'un triomphe impérial. Le pape Adrien Ier l'a accueilli à 30 km de la ville. Un honneur exceptionnel. Charles est entré dans Rome non comme un conquérant barbare, mais comme un pèlerin humble montant à genoux les marches de la basilique Saint-Pierre. Mais derrière cette piété affichée se cachait un calcul politique redoutable. Dans la basilique, sur le tombeau de l'apôtre, le roi des Francs et le pape ont renouvelé leur alliance. Charles a confirmé la donation de Pépin, la promesse de son père de garantir les territoires de l'Église. En réalité, il a créé ce qui allait devenir les États pontificaux, un royaume terrestre pour le chef spirituel de la chrétienté. Un royaume qui n'existerait que sous la protection des épées franques. Le pape avait trouvé son protecteur, mais il avait aussi trouvé son maître. Après cette manœuvre politique magistrale, Charles est retourné à Pavie. Le moral des assiégés était au plus bas. La famine faisait des ravages et toute l'Italie était désormais sous contrôle franc. En juin de l'an 774, après 9 mois de siège, Didier a capitulé. Charles a eu la vie sauve, mais il a été envoyé, lui aussi, dans un monastère, où il a fini ses jours. Le roi franc a alors accompli un geste d'une portée immense. Il ne s'est pas contenté de piller le royaume, il s'en est emparé. Il a ceint la couronne de fer de Lombardie, un ancien et vénérable artefact qui, selon la légende, contenait un clou de la vraie croix. Il était désormais roi des Francs et des Lombards. Ce double titre était une nouveauté absolue. Il ne gouvernait plus seulement un peuple, mais des territoires. Il passait du statut de chef de tribu germanique à celui de monarque territorial à l'image des empereurs romains. La conquête de l'Italie a transformé Charles. Elle lui a donné une légitimité nouvelle, le prestige de l'Antiquité romaine et le soutien inconditionnel de la papauté. Il était le maître incontesté de l'Occident. Mais le pouvoir absolu attire les défis. Au sud de son nouvel empire, une autre puissance aussi riche et civilisée que la sienne le regardait avec méfiance, l'émirat de Cordoue. Le choc de deux mondes était inévitable. Après avoir pacifié le nord par la force brute et conquis le sud par une stratégie éclair, Charles devait maintenant sécuriser sa frontière la plus instable. La péninsule ibérique, l'ancienne Hispanie romaine, était alors sous la domination de l'émirat omeyyade de Cordoue, un centre de culture, de science et de puissance militaire qui rivalisait avec Bagdad et Constantinople. En l'an 777, une opportunité s'est présentée. Une délégation de gouverneurs musulmans du nord de l'Espagne, en rébellion contre l'émir de Cordoue, est venue trouver Charles à Paderborn, au cœur de la Saxe. Ils lui ont offert leur allégeance en échange de son aide militaire. Pour Charles, c'était une occasion en or de créer une zone tampon, une marche fortifiée au sud des Pyrénées pour protéger son royaume des raids sarrasins. C'était aussi une manière de poursuivre l'œuvre de son grand-père, Charles Martel, qui avait arrêté l'invasion musulmane à Poitiers. L'expédition d'Espagne était conçue comme une guerre sainte, une croisade avant l'heure. Pourtant, cette campagne, qui devait être une promenade militaire, s'est transformée en l'un de ses échecs les plus cuisants et, paradoxalement, en sa plus grande victoire littéraire. En l'an 778, une armée franque gigantesque divisée en 2 colonnes a traversé les Pyrénées, l'une par l'ouest, l'autre par l'est. Les villes chrétiennes comme Pampelune leur ont ouvert leurs portes. Mais la pièce maîtresse du plan, Saragosse, a refusé de se rendre. Les alliés musulmans de Charles se sont révélés peu fiables, leurs promesses aussi solides que le sable du désert. L'émir de Cordoue, Abd al-Rahman Ier, approchait avec une armée puissante. Coincé en territoire hostile, sans soutien local et avec des lignes de ravitaillement étirées, Charles a pris la seule décision raisonnable, la retraite.
Pour couvrir son départ, il a fait raser les murs de Pampelune, une ville pourtant chrétienne, s'attirant la haine de ses habitants. Les Vascons, ancêtres des Basques, c'était une erreur fatale. Le 15 août de l'an 778, alors que l'armée franque s'étirait en une longue colonne dans l'étroit et sinueux col de Roncevaux, dans les Pyrénées, la vengeance des Vascons a frappé. Ils n'ont pas attaqué la tête de l'armée où se trouvait le roi, mais l'arrière-garde. Un convoi lourd, chargé du butin de la campagne, ralenti par les chariots et les serviteurs. Depuis les hauteurs boisées, les guerriers vascons, légers et agiles, connaissant parfaitement le terrain, ont fait pleuvoir un déluge de rochers, de lances et de flèches. La surprise fut totale. Dans la confusion et la panique, les lourds chevaliers francs, engoncés dans leurs armures, étaient des cibles faciles. Ils ne pouvaient ni manœuvrer, ni organiser une défense cohérente. Ce fut un massacre. Toute l'arrière-garde fut anéantie jusqu'au dernier homme. Et parmi les morts, se trouvaient certains des plus grands nobles du royaume, dont le comte Roland, préfet de la Marche de Bretagne. La défaite de Roncevaux fut une humiliation terrible pour Charlemagne. C'était sa première et unique défaite majeure en bataille rangée. Les chroniqueurs officiels de la cour, comme Eguinard, ont à peine mentionné l'événement, le minimisant en une simple escarmouche. Ils ont même changé l'identité des attaquants, transformant les Vascons chrétiens en Sarrasins musulmans pour préserver l'image d'une guerre sainte. Mais une défaite peut tuer un roi, alors qu'une bonne histoire peut le rendre immortel. Le silence des chroniques a été comblé par la voix des poètes. Pendant des siècles, la tradition orale a transformé ce désastre militaire en une épopée héroïque. Le massacre s'est mué en un combat titanesque entre une poignée de héros chrétiens et des centaines de milliers de païens. Le comte Roland est devenu l'archétype du chevalier parfait, loyal jusqu'à la mort, préférant mourir plutôt que de sonner du corps pour appeler à l'aide et déshonorer son roi. La chanson de Roland, le plus ancien grand poème de la littérature française, est née de ce terreau de sang et de défaite. Charlemagne a tiré les leçons de cet échec. Il a compris que la conquête directe de l'Espagne était impossible. Il a changé de stratégie, optant pour une guerre d'usure, une lente et patiente conquête qui a finalement abouti à la création de la Marche d'Espagne, une zone fortifiée autour de Barcelone. Mais la perte de ses amis et de ses meilleurs guerriers à Roncevaux l'a profondément marqué. Cette tragédie a révélé une faille dans l'armure du conquérant invincible. Elle a montré que même le plus grand des rois n'était pas à l'abri de la trahison, de l'erreur de jugement et du simple hasard de la guerre. Il était le maître de l'Occident, mais il n'était pas Dieu. Cependant, cette défaite a paradoxalement renforcé son aura. La légende de Roland a fait de lui le souverain d'un royaume où les hommes préféraient mourir pour leur honneur et leur seigneur. Après avoir affronté le chaos païen au nord, l'ancienne civilisation lombarde au sud et le puissant islam au sud-ouest, Charlemagne s'est tourné vers le centre symbolique de son monde. Une ville en ruine, mais chargée d'une gloire immortelle, un lieu où son destin allait basculer, Rome. Une défaite transformée en légende est-elle une victoire politique ou un mensonge historique? Votre opinion compte? Laissez un commentaire et choisissez votre camp. Rome, à la fin du 8e siècle, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les forums étaient des champs où paissèrent les chèvres, les temples antiques servaient de carrières et la population se réduisait à quelques dizaines de milliers d'âmes vivant au milieu de ruines grandioses. Pourtant, la ville conservait une puissance unique, une puissance non pas militaire ou économique, mais spirituelle. Elle était le siège de la papauté, le cœur de la chrétienté occidentale. Et à la tête de cette église se trouvait un homme en grande difficulté, le pape Léon III. Élu en l'an 795, Léon n'était pas issu de la puissante aristocratie romaine. Ses ennemis, nombreux et influents, l'accusaient de tous les maux, parjure, adultère, simonie. En avril de l'an 799, le complot a éclaté au grand jour. Lors d'une procession, le pape a été attaqué, jeté à bas de son cheval, et ses ennemis ont tenté de lui arracher les yeux et la langue pour le rendre inapte à sa fonction. Laissé pour mort, il a été sauvé par ses partisans et s'est réfugié dans la basilique Saint-Pierre. Banni, mutilé et humilié, Léon III n'avait qu'un seul recours possible. Le protecteur de Rome, le roi des Francs,
Il a traversé les Alpes et est allé trouver Charlemagne à Paderborn. C'était une scène sans précédent, le chef de la chrétienté venant implorer la justice d'un souverain laïque. Pour Charles, c'était une situation délicate mais aussi une opportunité politique inouïe. Il a accueilli le pape avec tous les honneurs, mais il a aussi lancé une enquête. Il se posait en arbitre suprême au-dessus du pape lui-même. Pendant plus d'un an, le sort de Léon III est resté en suspens. Finalement, à l'automne de l'an 800, Charlemagne a pris sa décision. Il allait escorter personnellement le pape jusqu'à Rome et présider un synode pour juger de son cas. Son entrée dans la ville éternelle en novembre fut un triomphe. Il était accueilli non plus comme un simple pèlerin, mais comme le sauveur de la ville et de l'Église. Le synode s'est ouvert en décembre. Les accusateurs de Léon III ont été convoqués, mais personne n'a osé maintenir ces accusations face à la présence écrasante du roi franc. Le problème était juridique. Selon la tradition, personne ne pouvait juger le pape. La solution fut un chef-d'œuvre de mise en scène politique. Le 23 décembre, dans la basilique Saint-Pierre, en présence de Charlemagne et de toute l'aristocratie franque et romaine, le pape Léon III a prononcé un serment purgatoire. Il a juré sur les évangiles être innocent de tous les crimes dont on l'accusait. Ce n'était pas un procès, mais une purification publique. L'honneur du pape était sauf, mais tout le monde savait qu'il devait sa survie et sa tiare au bon vouloir de Charles. Le roi des Francs était devenu le véritable maître de Rome. 2 jours plus tard, quelque chose d'extraordinaire allait se produire, un événement qui allait remodeler la carte politique du monde pour les siècles à venir. Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne assistait à la messe dans l'ancienne basilique Saint-Pierre. La basilique était bondée. Selon son biographe Eginhard, le roi priait agenouillé devant l'autel. Au moment où il se relevait, le pape Léon III s'est approché de lui et a posé une couronne sur sa tête. Immédiatement, la foule, sans doute soigneusement instruite, s'est écriée par 3 fois. À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire, Charlemagne venait d'être couronné empereur romain d'Occident, un titre qui était vacant depuis plus de 3 siècles. Eginhard prétend que Charlemagne fut totalement surpris, et même mécontent, affirmant que s'il avait su ce qui allait se passer, il ne serait jamais entré dans l'église ce jour-là. Est-ce crédible ou est-ce une fiction destinée à montrer l'humilité du souverain et à suggérer que le titre lui a été imposé par la volonté divine et non par son ambition personnelle? Quoi qu'il en soit, l'acte était accompli. Le roi barbare était devenu un empereur romain. Qu'est-ce que ce couronnement signifiait réellement? Pour le pape, c'était un coup de génie. En couronnant l'empereur, il affirmait la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. C'est le pape qui faisait l'empereur, et donc, ce que le pape donnait, il pouvait potentiellement le reprendre. C'était aussi une rupture définitive avec l'empire romain d'Orient, Byzance. À Constantinople, une impératrice, Irène, régnait seule. Pour les Occidentaux qui ne reconnaissaient pas le droit d'une femme à régner, le trône impérial était techniquement vacant. Le couronnement de Charlemagne était un acte de rébellion, la déclaration d'indépendance de l'Occident. Pour Charlemagne, le titre d'empereur était l'aboutissement de toutes ses conquêtes. Il ne régnait plus seulement sur les Francs, les Lombards ou les Saxons. Il était le souverain d'un empire chrétien universel, le successeur direct de Constantin et d'Auguste. C'était la consécration de son rêve, la Renovatio Imperii Romanorum, la restauration de l'empire romain. Mais un empire ne se construit pas seulement avec des titres et des couronnes. Il a besoin d'une administration, de lois et surtout d'une culture commune. L'empire de Charlemagne était un colosse aux pieds d'argile. Il s'étendait de la mer du Nord à la Méditerranée, de l'Atlantique à l'Elbe. Il regroupait des dizaines de peuples qui ne parlaient pas la même langue, n'avaient pas les mêmes lois ni les mêmes coutumes. Comment unifier un tel ensemble ? L'épée pouvait conquérir, mais seule l'idée pouvait unir. Charlemagne, le guerrier pragmatique, a eu une intuition de génie. Pour que son empire survive, il devait lui donner une âme. Il a compris que la force militaire ne suffisait pas. Il lui fallait une armée d'un autre genre, une armée d'érudits, de scribes, d'architectes et de penseurs. C'est ainsi qu'a commencé la plus grande de ses campagnes, non pas contre les Saxons ou les Sarrasins, mais contre l'ennemi le plus insidieux de tous, l'ignorance. Cette révolution culturelle que les historiens appelleront bien plus tard
la Renaissance carolingienne, fut une tentative désespérée de sauver le savoir antique et de créer une base intellectuelle pour sa nouvelle Rome. Le cerveau de cette opération était un moine anglo-saxon venu d'York nommé Alcuin. Charlemagne l'a rencontré à Parme en l'an 781 et l'a convaincu de le rejoindre à Aix-la-Chapelle, sa nouvelle capitale. Alcuin était l'un des hommes les plus savants de son temps. Il est devenu le conseiller culturel de Charlemagne, son ministre de l'Éducation. Ensemble, ils ont mis en place un programme de réforme culturelle d'une ambition folle. Le premier problème était l'effondrement de l'éducation. Le latin, la langue de l'Église et de l'administration, était tellement déformé d'une région à l'autre qu'il en devenait incompréhensible. Les prêtres eux-mêmes étaient souvent illettrés, incapables de lire la Bible ou de célébrer la messe correctement. Comment gouverner un empire si les ordres ne peuvent être ni lus ni compris? Charlemagne a donc ordonné la création d'écoles dans chaque monastère et chaque cathédrale de l'empire. L'objectif était de former un clergé lettré et une nouvelle génération d'administrateurs capables de faire fonctionner la machine impériale. Le deuxième grand chantier fut la réforme de l'écriture. À l'époque, les manuscrits étaient copiés dans une multitude d'écritures régionales, souvent difficiles à lire, pleines d'abréviations et sans séparation entre les mots. La transmission du savoir était un cauchemar logistique. Les ateliers de copie des monastères de l'Empire, sous l'impulsion d'Alcuin, ont mis au point et diffusé une nouvelle écriture d'une clarté et d'une élégance révolutionnaire. La minuscule Caroline, avec ses lettres bien formées, ses espaces entre les mots et son usage des majuscules et de la ponctuation, elle était incroyablement plus facile à lire et à écrire. C'est l'ancêtre direct de nos lettres minuscules d'imprimerie. Cette invention, en apparence modeste, a été aussi importante pour la culture occidentale que l'imprimerie de Gutenberg 6 siècles plus tard. Elle a permis une diffusion plus rapide et plus fiable des textes et a sauvé d'innombrables œuvres de l'Antiquité qui auraient autrement disparu. Le projet le plus monumental de cette Renaissance fut la copie et la préservation des textes. L'empereur a envoyé ses agents dans toute l'Europe à la recherche de manuscrits anciens, qu'ils soient païens ou chrétiens. Les œuvres de Virgile, d'Ovide, de Cicéron, les traités de grammaire, de rhétorique et de science ont été recopiés avec acharnement dans les scriptoriums de l'Empire, comme à Tours ou à Corbie. On estime que plus de 90% des œuvres latines qui nous sont parvenues aujourd'hui ont survécu grâce à des copies carolingiennes. Sans ce travail titanesque, une grande partie de l'héritage intellectuel de Rome aurait été perdue à jamais. Charlemagne lui-même, bien qu'il n'ait probablement jamais su écrire correctement, était un passionné de savoir. Il se faisait faire la lecture tous les soirs, apprenait le latin et comprenait un peu de grec. Il aimait s'entourer de savants, organisant à sa cour une académie palatine où l'on débattait de théologie, de poésie et d'astronomie. La guerre contre l'ignorance n'était pas moins acharnée que la guerre contre les Saxons. Pourtant, cette révolution culturelle avait ses limites. Elle touchait principalement une élite très restreinte, le clergé et l'aristocratie. L'immense majorité de la population de l'Empire est restée analphabète et a continué de vivre dans un monde de superstition. De plus, le but premier de cette Renaissance n'était pas le savoir pour le savoir, mais un objectif politique et religieux. Unifier l'Empire par une foi et une culture commune. Il s'agissait de créer une chrétienté unifiée avec une liturgie standardisée, une version corrigée de la Bible et un clergé correctement formé. Charlemagne a utilisé la culture comme un instrument de pouvoir, une colle pour maintenir ensemble les morceaux disparates de sa construction impériale. Mais pendant qu'il construisait cette magnifique façade intellectuelle, les fondations de son empire commençaient à se fissurer de l'intérieur. Les ennemis les plus dangereux ne se trouvaient plus aux frontières, mais dans les couloirs de son propre palais et dans le sang de ses propres enfants. Gouverner un empire est une chose, le contrôler en est une autre. La cage dorée d'Aix-la-Chapelle, malgré sa splendeur et son effervescence intellectuelle, est devenue une prison pour le vieil empereur. Plus l'empire grandissait, plus les défis internes se multipliaient. La vaste aristocratie franque, dont la loyauté avait été achetée par des terres et du butin, supportait mal le passage d'une monarchie guerrière à un État centralisé et bureaucratique. Il voya les réformes de Charlemagne, ses inspecteurs itinérants, les missi dominici,
et ses tentatives d'imposer une loi unique comme des atteintes à leurs privilèges traditionnels. Des complots se sont tramés dans l'ombre. Des nobles qui avaient combattu à ses côtés pendant des décennies commençaient à murmurer que le vieux lion avait perdu ses griffes, qu'il était devenu un homme de livre et de prêtre plutôt qu'un chef de guerre. Le pouvoir qui repose uniquement sur le charisme d'un seul homme est intrinsèquement fragile. La trahison la plus douloureuse est venue de sa propre chair. Charlemagne a eu de nombreux enfants, légitimes et illégitimes, de ses multiples épouses et concubines. Il les aimait, en particulier ses filles, qu'il refusait de marier pour les garder près de lui. Mais dans une famille royale, l'affection est toujours mêlée à l'ambition. Le premier à se rebeller fut son fils aîné, Pépin le Bossu. Né d'une première union répudiée, Pépin était physiquement difforme, mais intelligent et ambitieux. Voyant les fils de la nouvelle impératrice, Hildegarde, lui être préféré pour la succession, il a rejoint un complot de nobles en l'an 792. Leur plan était d'assassiner Charlemagne et ses autres fils pour placer Pépin sur le trône. Le complot a été découvert à la dernière minute. La répression fut impitoyable. Les nobles furent exécutés, leurs biens confisqués. Mais que faire de son propre fils? Charlemagne ne pouvait se résoudre à le tuer. Pépin le Bossu fut tonsuré et enfermé à vie dans le monastère de Prüm. Le père avait vaincu le conspirateur, mais l'empereur avait dû devenir le geôlier de son propre sang. Ce drame familial n'était que le début des tourments. L'empire était immense, trop grand pour être gouverné par un seul homme depuis une capitale fixe, surtout avec les moyens de communication de l'époque. Charlemagne a donc repris la tradition franque et a divisé de son vivant l'empire entre ses trois fils légitimes, Charles le Jeune, Pépin d'Italie et Louis le Pieux. Il leur a donné des royaumes à gouverner, espérant les former à leur futur rôle et apaiser leurs ambitions. Mais cette décision, conçue pour assurer une transition en douceur, a créé des cours rivales et semé les graines des futures guerres civiles. Chaque fils s'est entouré de ses propres conseillers, de ses propres nobles, créant des centres de pouvoir concurrents. Tant que le patriarche était en vie, sa stature imposante maintenait un équilibre précaire. Mais tous, à commencer par les fils eux-mêmes, savaient que sa mort déclencherait une lutte acharnée pour l'héritage. L'homme qui avait passé sa vie à unifier l'Europe était contraint de planifier sa désintégration. La vie personnelle de l'empereur était elle-même un reflet de cette tension permanente entre ordre et chaos. Il se présentait comme le champion de la foi chrétienne, imposant des lois morales strictes à ses sujets. Pourtant, sa propre cour était un lieu de mœurs très libre. Après la mort de sa dernière épouse officielle, il a pris plusieurs concubines, aux grandes dames des ecclésiastiques les plus rigoristes. Ses propres filles, maintenues célibataires à la cour, menaient des vies amoureuses scandaleuses, ayant des liaisons avec des nobles et donnant naissance à des enfants illégitimes. Charlemagne fermait les yeux, incapable d'imposer à sa propre famille la discipline qu'il exigeait de son empire. C'était la tragédie d'un homme public écrasant et d'un homme privé complexe. Il pouvait soumettre des peuples entiers, dicter sa loi à des millions d'individus, mais il ne parvenait pas à contrôler les passions et les ambitions de son entourage le plus proche. Le lion était en cage, une cage qu'il avait lui-même construite. Et tandis qu'il luttait contre les complots internes, une nouvelle menace venue de la mer se profilait à l'horizon. Une menace d'une nature qu'il n'avait jamais affrontée auparavant. Un souverain doit-il sacrifier sa famille pour la stabilité de l'État ou son État pour le bien de sa famille? Exprimez votre dilemme moral dans les commentaires. À la fin du 8e siècle, alors que Charlemagne, vieillissant, contemplait son œuvre, des témoins sur les côtes de la Northumbrie, de l'Écosse et de la Francie occidentale ont commencé à rapporter des visions effrayantes. Des éclairs et des tourbillons de feu dans le ciel et, surgissant de la brume matinale, des dragons volants. Ces dragons n'étaient autres que les proues sculptées des Drakkar. La première vague de l'expansion viking venait de déferler sur une Europe qui se croyait pacifiée. Le premier raid majeur, celui qui a envoyé une onde de choc à travers toute la chrétienté, a eu lieu en l'an 793. Une petite flotte de navires a accosté sur l'île sainte de Lindisfarne, au large des côtes anglaises. Les moines, sans défense, ont été massacrés, le monastère pillé de ses trésors et incendié. Alcuin,
le conseiller de Charlemagne, lui-même originaire de cette région, écrivit une lettre terrifiée. « Jamais une telle terreur n'est apparue en Bretagne comme celle que nous subissons maintenant d'une race païenne. » Le cauchemar recommençait. Ces nouveaux barbares étaient différents. Les Saxons, les Lombards, les Avars étaient des ennemis que Charlemagne pouvait comprendre. Ils se battaient pour la terre, pour le pouvoir. On pouvait les affronter sur un champ de bataille, les assiéger dans leurs forteresses, les soumettre et les intégrer. Les Vikings étaient insaisissables. Ils ne cherchaient pas à conquérir, du moins au début. Ils frappaient de vite et fort, puis disparaissaient éteints avec leur butin, avant que la lourde machine militaire franque ait eu le temps de réagir. Leur cible de prédilection étaient les monastères et les villes côtières, des lieux riches et mal défendus. Ils ne respectaient de rien, ni les églises, ni les reliques, ni les prêtres. Ils étaient l'antithèse de l'ordre carolingien, un chaos pur, mobile et imprévisible. Charlemagne, qui avait passé sa vie à étendre et à fortifier les frontières terrestres de son empire, s'est retrouvé soudainement vulnérable sur des milliers de kilomètres de côtes et de fleuves navigables. L'empereur, déjà âgé, a vu dans ces raids un châtiment divin pour les péchés de son peuple et peut-être pour les siens. Un chroniqueur rapporte qu'un jour, observant une flotte de navires normands au loin, il se serait mis à pleurer, non pas par peur pour lui-même, mais par tristesse pour la souffrance que ces hommes allaient infliger à ses descendants. Il n'est pas resté inactif. Il a ordonné la construction d'une flotte pour défendre les estuaires des grands fleuves, comme la Seine et la Loire. Il a fait construire des forts et des postes de guet le long du littoral. Il a tenté d'organiser une défense côtière, une tâche herculéenne et extrêmement coûteuse. Mais c'était comme essayer d'arrêter la marée avec un filet. La machine impériale, conçue pour les grandes campagnes terrestres et les sièges en règle, était trop lente, trop lourde pour contrer cette nouvelle forme de guerre de guérilla maritime. Les Vikings étaient des requins nageant autour d'une baleine. La menace viking a exposé la faiblesse structurelle de l'Empire. Sa richesse, en grande partie constituée des trésors accumulés dans les monastères, était devenue une source de vulnérabilité. Son système de défense, basé sur la levée d'une armée au printemps pour une campagne annuelle, était inadapté. Il fallait une présence militaire permanente et mobile le long des côtes, ce que le système féodal naissant ne pouvait pas encore fournir. Les raids ont semé la panique et miné la confiance dans le pouvoir impérial. Qu'importait la gloire de l'empereur à Rome si un seigneur local ne pouvait pas protéger son propre village d'une bande de pillards venus de la mer. Cette nouvelle menace a accéléré un processus qui était déjà en germe, la fragmentation du pouvoir. Les populations locales ont commencé à se tourner non plus vers l'empereur lointain, mais vers les comtes et les ducs locaux, les seuls capables d'offrir une protection immédiate. C'était le début de la fin de l'idée d'un pouvoir centralisé. Charlemagne a lutté contre cette nouvelle menace jusqu'à la fin de sa vie, mais il savait probablement que c'était une bataille perdue d'avance. Il affrontait non pas une armée, mais un phénomène historique, une migration, une explosion démographique venue de Scandinavie. Il a réussi à contenir les premières incursions, mais il a vu le présage de la tempête à venir. Les dragons de la mer étaient les corbeaux annonciateurs du chaos qui allait suivre sa mort. Ils étaient la preuve que l'ordre qu'il avait si durement imposé n'était qu'une fine couche de glace sur un océan turbulent. Son empire, conçu comme une forteresse terrestre, était assiégé par la mer. Et tandis que cette menace extérieure grandissait, l'empereur lui-même entrait dans le long hiver de sa vie, confronté à la plus insoluble de toutes les questions. Comment diviser l'indivisible et assurer un avenir à une création qui portait la marque de sa propre mortalité. L'hiver de l'an 813, à Aix-la-Chapelle, était particulièrement rigoureux. L'empereur, qui approchait de ses 70 ans, était un homme usé. Les décennies de campagne militaire, les chevauchées incessantes à travers l'Europe, le poids écrasant du gouvernement d'un continent avaient eu raison de sa constitution légendaire. Il souffrait de la goutte de fièvre. L'énergie qui semblait inépuisable, cette force de la nature qui avait soumis des rois et des peuples, commençait à l'abandonner. Mais ses douleurs physiques n'étaient rien comparées à ses tourments intérieurs. Le destin lui avait asséné une série de coups terribles. En l'an 810, son fils Pépin, roi d'Italie, était mort.
L'année suivante, en l'an 811, c'était au tour de son fils aîné et préféré, Charles le Jeune, qu'il avait associé au gouvernement de la Francie. La mort avait fauché les deux piliers sur lesquels il avait prévu de faire reposer l'avenir de son empire. De ses 3 héritiers désignés, il ne lui en restait qu'un, Louis, le roi d'Aquitaine. Louis était un homme radicalement différent de son père, pieux à l'extrême, érudit, mais manquant cruellement de l'autorité, du pragmatisme et de la dureté qui avaient permis à Charlemagne de bâtir son empire. Il était plus un moine qu'un roi, un homme qui préférait la prière au champ de bataille. Charlemagne connaissait les faiblesses de son fils. Il savait que Louis aurait du mal à tenir la bride de la turbulente aristocratie franque et à maintenir l'unité de cette construction fragile. L'empereur se retrouvait face à la tragédie de tout fondateur. Sa création allait-elle lui survivre? Hanté par la peur du chaos qui avait précédé son règne, il a passé ses dernières années à tenter désespérément de consolider son œuvre, de la graver dans le marbre de la loi et de la tradition pour qu'elle puisse résister à la faiblesse des hommes. En septembre de l'an 813, sentant sa fin approcher, Charlemagne a convoqué une grande assemblée à Aix-la-Chapelle. Il y a fait venir son dernier fils survivant, Louis. Devant tous les grands nobles et ecclésiastiques de l'Empire, il a prononcé un discours, exhortant son fils à bien gouverner, à craindre Dieu, à protéger l'Église et à être juste envers son peuple. Puis, dans un geste d'une portée symbolique immense, il a ordonné à Louis de prendre lui-même la couronne impériale posée sur l'autel et de la placer sur sa propre tête. Contrairement à son propre couronnement à Rome, où c'est le pape qui l'avait couronné, Charlemagne voulait signifier que le pouvoir impérial venait de Dieu seul, transmis de père en fils, sans l'intermédiaire du pape. C'était sa dernière manœuvre politique, une tentative de renforcer le pouvoir temporel face au pouvoir spirituel pour ses successeurs. Il couronnait son fils co-empereur comme pour tenter de voir au-delà de sa propre mort. Les derniers mois de sa vie furent consacrés à mettre de l'ordre dans ses affaires, comme un patriarche préparant son départ. Il a rédigé un testament détaillé, non pas sur la succession de l'Empire, qui était déjà réglée, mais sur la répartition de sa fortune personnelle. La plus grande partie devait aller aux différentes archevêchés de l'Empire, une autre partie à ses serviteurs, à sa famille et aux pauvres. Il passait ses journées à prier, à lire la Cité de Dieu de saint Augustin et à corriger les textes des évangiles. L'homme qui avait vécu par l'épée se préparait à rencontrer le seul maître qu'il ait jamais reconnu. Fin janvier de l'an 814, après une partie de chasse, il fut pris d'une forte fièvre. La pleurésie s'est déclarée. Il s'est alité et a refusé toute nourriture, se contentant de boire un peu d'eau. Il est mort le 28 janvier, au petit matin après avoir reçu la communion. La comète qui était passée quelques mois plus tôt, le craquement mystérieux de la charpente de son palais, l'effondrement d'un portique. Tous ces présages prenaient au soudain un sens tragique. Le géant était tombé. La nouvelle de sa mort s'est répandue à travers l'Empire, provoquant la stupeur et une angoisse profonde. Pendant plus de 40 ans, Charlemagne avait été plus qu'un homme. Il avait été le centre de gravité de l'Europe, le garant de l'ordre, la personnification même de l'Empire. Avec sa disparition, c'est tout l'édifice qui semblait vaciller. Il a été enterré le jour même, avec une pompe inhabituelle dans la chapelle qu'il avait fait construire à Aix-la-Chapelle. On l'a enseveli assis sur un trône de marbre, vêtu de ses habits impériaux, une épée à son côté et un évangéliaire sur les genoux. La légende s'est immédiatement emparée de sa mort, comme elle s'était emparée de sa vie. Mais pendant que les poètes commençaient à chanter les exploits de l'empereur endormi, les fantômes qu'il avait combattus toute sa vie, ceux de la division et de la guerre civile, sortaient déjà de l'ombre, prêts à dépecer son héritage. L'Empire n'a pas survécu à son créateur. L'unité imposée par la volonté de fer d'un seul homme ne pouvait résister aux forces centrifuges qui la tiraillaient. Louis le Pieux, malgré ses qualités, n'avait pas l'envergure de son père. Il a tenté de maintenir l'unité, mais il a été rapidement dépassé par les ambitions de ses propres fils, Lothaire, Pépin d'Aquitaine et Louis le Germanique. Le reste de son règne ne fut qu'une longue et pathétique série de guerres civiles, de parjures et d'humiliations, où les fils se sont rebellés contre le père, et les frères se sont entredéchirés pour les lambeaux de l'Empire. L'ordre carolingien s'est effondré dans une orgie de violence fratricide.
Charlemagne avait voulu remonter le cours de l'histoire et l'histoire reprenait ses droits avec une brutalité implacable. Le rêve d'une nouvelle Rome s'achevait dans une querelle d'héritage barbare. L'acte de décès officiel de l'empire de Charlemagne a été signé en l'an 843. Après des années de guerre, ses trois petits-fils survivants, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, se sont rencontrés à Verdun. Ils se sont partagé l'empire. Charles a reçu la Francie occidentale qui allait devenir la France, Louis a reçu la Francie orientale qui allait devenir l'Allemagne. Lothaire a reçu la Francie médiane, une bande de territoires incongrus allant de la mer du Nord à l'Italie, ainsi que le titre impérial, désormais vidé de sa substance. Cette partition, ce traité de Verdun, est peut-être l'héritage le plus tangible et le plus ironique de Charlemagne. L'homme qui avait rêvé d'une Europe unie est devenu, malgré lui, le père des trois grandes nations qui allaient dominer et se déchirer l'histoire du continent pendant les 1000 années suivantes. La naissance de l'Europe moderne s'est faite sur la tombe de son empire. Pourtant, si l'empire politique s'est désintégré, l'idée, elle, a survécu. Le fantôme de Charlemagne a hanté l'imaginaire européen pendant des siècles. Le Saint-Empire romain germanique, fondé par Othon le Grand un siècle plus tard, se présentait comme son successeur direct. Napoléon, avant son propre couronnement, est allé se recueillir sur son tombeau à Aix-la-Chapelle. L'idée d'une Europe chrétienne unie, d'un espace de civilisation partagée, est devenue le fil rouge de l'histoire occidentale. Les croisades, les grandes universités médiévales, le rêve d'une chrétienté face à l'islam, et même, de manière lointaine et déformée, le projet d'une Union européenne, sont des échos de la vision de Charlemagne. Il a échoué à créer une dynastie durable, mais il a réussi à forger une identité. Alors, qui était-il vraiment ? Un tyran sanguinaire qui a imposé sa foi par le feu et l'épée. Un prédateur dont l'ambition a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Ou un visionnaire, un bâtisseur qui a sorti l'Europe des ténèbres, qui a sauvé le savoir antique et qui a posé les fondations sur lesquelles notre civilisation est construite. Il était probablement les deux à la fois. Sa grandeur est inséparable de sa cruauté. Son rêve d'ordre est né du chaos qu'il a lui-même semé. Il a uni un continent par la force, mais en le faisant, il lui a donné une conscience de lui-même. Il a perdu la bataille pour son empire, mais il a gagné la guerre pour l'âme de l'Europe. Son histoire est celle d'un homme qui a osé se mesurer au temps et dont l'ombre immense continue de se projeter sur notre présent. Charlemagne a bâti son empire sur le sang et le fer, mais il rêvait d'ordre et de lumière. Ses actions ont donné naissance à l'Europe moderne, mais ses méthodes étaient cruelles. Aujourd'hui, avec le recul, que considérez-vous qu'il ait été davantage un tyran impitoyable qui a uni les peuples par la force ou un grand bâtisseur qui a posé les fondations de notre civilisation ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, votre avis est très important pour nous.